Bonjour à tous, merci pour votre présence ce matin pour ce petit déjeuner de formation concernant la protection des lanceurs d'alerte et la nouvelle directive qui va bientôt rentrer en vigueur. Pour ceux qui sont habitués de nos formations, vous saurez que nous les organisons en collaboration avec l'ARCIE et que nous avons l'habitude de commencer au départ d'un cas pratique et au départ de ce cas pratique, d'examiner 4 questions pour voir un petit peu la théorie à partir de celle-ci. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la présentation par courriel plus tard dans la journée et la vidéo pourra être revisionnée par la suite pour si vous avez une question encore ou si vous voulez la faire visionner à vos collègues. Alors notre fil rouge, nous avons choisi le cas d'une chaîne de supermarchés qui a 1800 travailleurs à son actif et qui se demande si réellement elle est concernée par cette nouvelle législation. Je dis qu'a priori, il n'y a pas de quoi lancer une alerte du type LuxLeaks ou Wikileaks au sein d'un supermarché. Elles ne sont pas vraiment concernées. Et donc, doit-elle désigner une sentinelle pour recueillir les alertes? Alors, vous verrez tout au long de la formation que pour essayer d'alléger le propos, on a illustré non pas par des chats mignons comme c'est souvent le cas, mais par des petits suricates, parce que vous savez peut-être que sont surnommés les sentinelles du désert. Il y en a toujours une qui monte la garde pour avertir les autres s'il y a un danger. Et donc, c'est un petit peu cette idée commune de faire du bruit qui est donc commune derrière toutes les appellations des lanceurs d'alerte. Donc en français, on lance une alerte. En anglais, on siffle dans un sifflet et en néerlandais, on sonne les cloches. Et donc, on entend bien ce qu'il y a, c'est que c'est retentissant, une alerte, ça fait du bruit, ça cause du fracas et c'est ce que veut éviter cette directive, c'est que les alertes aient d'abord lieu en interne, comme on va le voir. Donc à l'aide de ce cas pratique de la chaîne de supermarché, nous allons voir en 4 temps les questions qu'il faut se poser. D'abord, le système d'alerte est-il obligatoire? Pour le supermarché, vous aurez la réponse pour votre entreprise par le même biais. Deuxième question, s'il faut un système d'alerte interne, que prévoir dans ce système? Qui est impliqué dans sa conception et comment fait-on pour réellement le mettre en œuvre? Troisième question, elle sera exposée par Wivine Saint-Remy. Quelle est la protection dont bénéficie le lanceur d'alerte et quelles sont ses limites? Et quatrième et dernière question qui sera exposée par Elodie Lecroard. Quels sont les recours en cas d'alerte diffamatoire? Donc sans plus attendre, la première question. Un système d'alerte est-il obligatoire en interne dans une chaîne de supermarchés? Parce que, a priori, la chaîne de supermarchés ne se sent pas concernée. Alors, la directive, certes, est nouvelle, mais le phénomène sociétal des lanceurs d'alerte, on en entend très souvent parler dans la presse, mais ce n'est pas seulement à ce niveau international et très retentissant, il y en a aussi beaucoup dans un cadre beaucoup plus banal au quotidien des entreprises. On a ici 4 cas qui ont pu être soumis récemment aux tribunaux du travail. Quel est typiquement le cas qui se présente? Un travailleur signale une situation qui lui paraît être inadmissible. L'employeur estime que le travailleur est sorti de son rôle et n'a pas respecté son obligation de confidentialité. Il y a un licenciement qui intervient et le travailleur conteste le licenciement devant les tribunaux du travail. Donc on voit ici 4 cas qui ont pu être tranchés. D'abord une puéricultrice qui estimait que les enfants n'étaient pas correctement traités dans la crèche où elle travaillait. Un directeur financier qui a refusé d'attester que tout allait pour le mieux dans son entreprise. Une employée qui a envoyé mail sur mail pour demander la raison pour laquelle le directeur de l'entreprise avait été changé, et un entraîneur sportif qui a critiqué un de ses collègues, non seulement auprès de son employeur, mais aussi auprès des parents et auprès du pouvoir qui subsidiait le club de sport. Et donc, on voit dans ces 4 cas d'exemples, il n'y en a que 3 qui ont pu finalement être considérés comme des licenciements abusifs par les tribunaux du travail. Et donc, les lanceurs d'alerte, pour l'instant, bénéficient quand même d'une protection, mais a posteriori, et pendant tout le temps où ça n'est pas tranché par les tribunaux du travail, ils ont été licenciés, sont sans revenus et doivent donc attaquer leur employeur. Et donc, ils sont dans une situation inconfortable à laquelle la directive vise à remédier. Alors, de quelles alertes parle-t-on?
La directive vise deux choses. À quel sujet les alertes peuvent être lancées et comment peut-on lancer les alertes. Donc, à quel sujet les alertes peuvent être lancées? Nous allons voir si c'est réellement aussi large que les 4 cas d'exemple que je viens de vous donner. À quel sujet on peut lancer une alerte? Au sujet d'informations confidentielles. Donc, c'est des informations qui ne sont pas connues ou qui ne sont pas publiquement accessibles dans certains domaines que je vais examiner tout de suite, et à propos de pratiques qui constituent une atteinte ou une menace d'atteinte à l'intérêt général. Alors, quels sont les domaines dans lesquels les alertes peuvent être lancées? Vous voyez, ils sont très nombreux. Et donc, on a des domaines financiers, les marchés publics, le droit de la concurrence, les aides d'État, les services financiers, l'impôt des sociétés. On a des domaines qui concernent plus la santé du grand public, donc le droit de l'environnement, le nucléaire, la santé publique, la sécurité des aliments et des produits, les transports. On a aussi la protection des consommateurs et enfin le droit à la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la sécurité des réseaux de l'information. Et donc vous voyez, tout ce que je viens d'énumérer, ce sont des domaines qui sont déjà régis par le droit européen. Vu que c'est une directive, elle ne peut pas se permettre d'aller plus loin que le champ d'application du droit européen. Elle précise que les systèmes d'alerte interne devront au minimum viser ceci. La Belgique, comme tous les États membres, peut aller plus loin et étendre le champ d'application. Des contacts que nous avons eus, ça serait probablement le cas pour une extension à certains types de fraudes qui pourraient également être visés par les systèmes d'alerte interne. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas repris dans ce champ d'application? Donc, tout ce qui relève du droit belge dans d'autres domaines, et donc il reste beaucoup de choses. On peut notamment penser à une situation dans laquelle il y aurait une discrimination qui serait faite. Ça n'est pas une atteinte au droit européen que je viens de citer, donc on tombe hors du champ d'application de la directive, même s'il y a d'autres moyens d'action en Belgique. Et alors, tout ce qui relève de la sécurité nationale n'est pas non plus couvert par la directive. Enfin, la directive ne porte pas atteinte au secret professionnel, au secret médical et aux procédures judiciaires en général. Maintenant que nous avons vu quels sont ces domaines, réfléchissons un peu par rapport à notre chaîne de supermarchés prise en exemple. Par quoi pourrait-elle être concernée? Bien, par beaucoup de choses. Le droit de la concurrence, c'est un secteur très concurrentiel. L'impôt des sociétés, évidemment, comme la plupart des acteurs. La protection des consommateurs. La sécurité des aliments, et on va le voir, ça concerne aussi les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, ça reviendra dans un exemple que nous prendrons tout à l'heure. La sécurité des produits. Les règles en matière de transport, parce que cela vise aussi le transport routier, donc les camions auxquels fait appel la chaîne de supermarchés. Et enfin, la protection des données à caractère personnel des clients, par exemple, ou du personnel. Donc, on a déjà tous ces champs du droit européen qui peuvent concerner la chaîne de supermarchés et éventuellement ce que le législateur belge estimerait bon de rajouter. Je pense que c'est le bon moment pour préciser que ce législateur belge doit se prononcer pour dans 3 mois exactement, et qu'à ce jour, le texte du projet de loi n'a pas encore été déposé à la Chambre. Il est en préparation, il est encore, selon nos informations, en cours au stade de la concertation sociale, et donc il n'est pas encore connu, nous ne savons pas encore quelles sont les précisions qui vont être effectuées par le législateur belge, mais n'ayez crainte, lorsqu'elles seront connues, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Alors, les situations qui peuvent être signalées dans les systèmes d'alerte interne, ce sont des informations confidentielles dans les domaines que nous venons d'énumérer et qui constituent des pratiques qui portent atteinte à l'intérêt général. Alors, ce sont des pratiques à proprement parler illicites ou des pratiques abusives, donc à la limite, sur le fil, parce que ça va à l'encontre de l'esprit de la règle européenne. Et donc, on voit que là, c'est assez large. Et il peut s'agir donc de situations qui sont déjà actuelles ou bien des menaces de violation. On peut parler d'actes positifs, par exemple avoir causé une pollution, ou d'omission, par exemple ne pas signaler une violation de données à l'autorité de protection des données, comme nous le verrons dans un exemple tout à l'heure. Voilà sur les
sujets pour lesquels l'alerte peut être lancée. Maintenant, comment la directive prévoit-elle qu'on peut lancer une alerte? En interne, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour savoir comment on fonctionne un système d'alerte interne. C'est complémentaire à côté des autres dispositifs de contrôle et de reporting au sein des organisations. Donc, il y a toujours le supérieur hiérarchique auprès duquel on peut émettre une alerte, le représentant du personnel, le délégué à la protection des données, le service d'inspection ou par exemple l'auditeur. Donc, le système d'alerte interne viendra en complément. Ensuite, le stade suivant, c'est le système d'alerte externe, un signalement externe, et donc ça, ce sera acquis, c'est aux autorités compétentes. Les autorités compétentes doivent être désignées par la loi belge, mais on sent se profiler, par exemple, la FSMA, la Banque nationale, la CETIF pour tout ce qui pourrait relever du secteur financier. Donc, ce ne serait pas signaler le manquement au sein de l'entreprise, mais directement auprès du contrôleur de l'entreprise. L'AFSCA, par exemple, et dans le cas d'un supermarché, ça pourrait être pertinent. L'autorité de protection des données pour une violation de données, par exemple, ou le Centre pour la cybersécurité en cas de piratage, le SPF économie, le SPF santé publique, ou alors plus généralement, le fait de déposer une plainte pénale ou de contacter un ombudsman, comme l'ombudsman fédéral qui est déjà compétent dans le public fédéral pour l'instant. Et troisième stade de signalement, c'est la divulgation publique. Donc là, on en revient à celui qui fait beaucoup de bruit, qui justifie les différentes dénominations des lanceurs d'alerte. La divulgation publique, c'est quoi? C'est dans les médias sociaux, sur des plateformes en ligne, comme par exemple Wikileaks, auprès des élus, ou bien auprès d'organisations de la société civile, par exemple signaler une situation à la Ligue des droits humains, ou alors encore signaler à des organisations professionnelles. Donc voilà les trois types de signalement. Au niveau du timing, que prévoit cette directive? Le délai de transposition, c'est le 17 décembre de cette année, et donc, ça sera très court pour les législateurs belges, mais est-ce que les entreprises sont elles aussi dans une situation d'urgence? On va le voir tout de suite. La directive, elle prévoit deux choses assez distinctes. Comment est protégé le lanceur d'alerte et dans quel cas les entreprises doivent établir un système d'alerte interne. Donc, commençons par ce deuxième point. Un système d'alerte interne, eh bien, pour le 17 décembre, toutes les administrations, toutes les autorités, toutes les entités publiques et toutes les grandes entreprises privées, donc qui comptent plus de 250 travailleurs, doivent établir un système d'alerte interne. À ce jour, donc c'est toutes les administrations, le législateur belge pourrait prévoir des exonérations en dessous de 10 000 habitants pour une commune ou en dessous de 50 travailleurs. Donc c'est à voir, pour voir si le législateur va soulager les autorités publiques, oui ou non. Qu'en est-il des plus petites entreprises? Celles qui ont entre 50 et 250 travailleurs ont 2 ans de plus pour prévoir ce système d'alerte interne. Et donc, on a jusqu'à décembre 2023. Enfin, les toutes petites entreprises donc, qui ont moins de 50 travailleurs, c'est facultatif. Pas d'obligation, ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, d'instaurer un système d'alerte interne. Maintenant, voyons ce qu'il en est la protection. Eh bien, peu importe que le lanceur d'alerte travaille dans le public, dans le privé, dans une petite ou une grande entreprise, à partir du 17 décembre de cette année, le lanceur d'alerte pourra invoquer la protection offerte par la directive et donc pourra, comme Yvine Saint-Rémy veut l'expliquer tout à l'heure, estimer que toutes représailles à son encontre sont illégales. Reprenons notre exemple, la chaîne de supermarchés doit donc instaurer un système d'alerte interne pour dans 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on doit prévoir dans ce système d'alerte? C'est notre question suivante. Et avant de l'entamer, nous aimerions savoir un petit peu dans notre public de ce matin si vous avez déjà un système d'alerte interne, si vous avez commencé à y réfléchir ou s'il n'y a encore rien. Donc, on va lancer un petit sondage. Voilà, vous devez le voir sur votre écran. Ne vous en faites pas. Il est anonyme, donc on voit uniquement les pourcentages de réponses, mais pas qui a pu répondre. Donc, pour l'instant, une faible majorité, une
grosse majorité maintenant n'a encore rien, et 25%, donc un quart, c'est important, a déjà un système d'alerte interne. Et donc là, la question est de savoir si le système existant correspond à ce que la directive exige aujourd'hui. Bien, merci pour vos réponses. C'est intéressant. Donc, notre exemple, la chaîne de supermarchés, sait qu'elle doit instaurer ce système pour dans 3 mois et elle se demande ce qui se passe si elle ne respecte pas cette obligation et si elle n'instaure pas de système d'alerte interne. À ce stade, il n'y a pas d'amende prévue s'il n'y a pas de système d'alerte qui est mis en place. Peut-être que le législateur belge pourra les rajouter, mais pas à ce jour. Mais il y a des conséquences concrètes s'il n'y a pas de système d'alerte. Et pour bien les comprendre, il faut voir comment fonctionnent les différents niveaux de signalement prévus par la directive. Quand un signalement interne est effectué, la façon dont les choses doivent se passer selon la directive est la suivante. Vous avez cette petite ligne du temps. Un accusé de réception doit être donné au lanceur d'alerte dans les 7 jours. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de forme exigée pour cet accusé de réception. Et après cet accusé de réception, il faut évidemment donner un suivi à cette alerte et donc vérifier l'exactitude des allégations qui ont pu être formulées par le lanceur d'alerte et surtout informer le lanceur d'alerte de ce suivi. Et donc on appelle ça le retour d'information. Cela signifie qu'il faut tenir le lanceur d'alerte informé. Il faut, pour comprendre pourquoi tout ceci, il faut se mettre dans la tête du lanceur d'alerte qui signale un manquement et si on n'y a aucun retour, il va penser que rien n'est fait dans l'entreprise et qu'il doit peut-être s'adresser ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle il faut donner cet accusé de réception et ce retour d'information. Ça, c'est quand tout se passe bien. Si les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient, par exemple que les délais ne sont pas respectés, on met très longtemps à revenir vers le lanceur d'alerte, ou bien ou alors on ne lui donne pas d'accusé de réception, donc il ne sait même pas qu'on a pris en compte son alerte, eh bien dans ces cas-là, le lanceur d'alerte va être tenté de se tourner vers l'échelon suivant. Ça peut être aussi le cas s'il a un retour d'information, mais qui lui semble insuffisant. Ou bien il a l'impression qu'on n'a pas traité sérieusement sa plainte et qu'on lui dit signaler, il n'y a rien à voir. Et donc dans ces cas-là, le lanceur d'alerte peut se diriger vers le stade suivant, c'est-à-dire une alerte externe. Donc le cheminement est assez logique, on fait une alerte interne. Si on estime qu'il n'y a pas de suite appropriée dans un délai raisonnable, on peut faire une alerte externe. Et de nouveau, si l'autorité compétente qui a été désignée par le législateur belge ne traite pas dans un délai raisonnable et ne traite pas correctement l'alerte qui est faite par le lanceur d'alerte, il peut se diriger vers le public. Mais donc on voit qu'il y a un double sas pour permettre aux entreprises et aux autorités publiques de résoudre les manquements avant qu'il y ait une divulgation publique. Donc ça paraît assez simple, ce mécanisme en escalade. Malheureusement, le texte de la directive n'exclut pas tout à fait qu'on puisse directement faire une alerte externe, donc sauter le stade de l'entreprise pour aller directement vers les autorités compétentes. Les considérants le font, mais le texte de la directive en soi n'est pas aussi explicite. Et donc, il ne limite pas expressément les cas où on peut se diriger directement en externe au cas où c'est inutile de le faire en interne. Inutile pourquoi? Parce que la personne qu'on soupçonne d'avoir commis le manquement est la personne la plus haut placée dans l'entreprise et donc fatalement elle court-circuiterait toute alerte ou parce qu'il y a des questions de temps qui ne permettent pas de passer par le stade interne par exemple. Et donc la directive tend la perche au législateur belge pour cloisonner ceci, espérons qu'il le fera. Dernier cas, c'est directement une divulgation publique. Est-ce que c'est possible malgré toutes ces étapes? Oui, mais c'est possible dans des cas très limités. S'il y a vraiment urgence, donc on pense à quelque chose qui menace vraiment la santé publique immédiatement. Si c'est totalement inutile parce que même l'autorité compétente ne réagirait pas à une alerte externe, j'ai un petit peu de mal à voir quel est le cas de figure qui pourrait se présenter, mais je pense que la réalité nous fournira toujours des exemples les plus surprenants. Ou alors s'il y a un risque de représailles, même si on le fait directement auprès de l'autorité publique. Donc ce sont des cas qui sont quand même assez limités, où le lanceur d'alerte pourra aller directement sur la place publique et malgré tout être protégé. Donc si notre chaîne de supermarché
ne met pas en place ce système d'alerte pour la fin décembre, ou bien si elle traite mollement les alertes qui lui sont adressées, le travailleur va s'adresser à l'extérieur et l'employeur n'aura pas pu remédier au manquement que le travailleur a signalé en interne avant que ça ne passe au stade suivant. Donc, quels sont les avantages de la généralisation voulue par le législateur européen de ces systèmes d'alerte? Mais pour le grand public, c'est évidemment le fait que les alertes seront résolues, la source des alertes sera résolue plus rapidement, donc c'est bon pour le bien commun. Pour les lanceurs d'alerte, ils auront moins peur des représailles, donc vont plus avoir le courage de porter leur message. Et pour les employeurs, ça permet de résoudre à temps les violations, et donc de limiter les risques financiers, de limiter les risques d'atteinte à la réputation, et aussi, comme on l'a vu que c'est un phénomène qui existe déjà dans les entreprises qui rentrent de plus en plus dans les mœurs, le fait d'avoir un système d'alerte interne permet d'encadrer un phénomène existant plutôt que de se laisser surprendre par une alerte sans savoir comment la traiter. Donc on voit, les systèmes d'alerte interne, c'est un bien, c'est un avantage pour tout le monde. Il n'y a que les services juridiques et les services des ressources humaines pour lesquels dans les prochains mois, ça sera une petite contrariété. Alors reprenons le fil rouge. Quel exemple d'alerte avons-nous choisi de prendre? Celui d'une violation de données. Un des travailleurs sait que les cartes de fidélité, les données relatives aux cartes de fidélité de la clientèle ont été mises en ligne par erreur. Et il sait qu'aucune notification n'a été faite auprès de l'autorité de protection des données ni auprès des clients concernés. Alors, que doit prévoir le système d'alerte pour qu'un tel traitement soit bien géré en interne? Donc, pour voir comment il faut voir ce qu'il faut intégrer dans le système d'alerte, il est utile de voir comment il faudrait réagir pour bien traiter cette alerte. Donc, vous voyez, il y a 5 éléments qui doivent fonctionner de concert pour qu'une alerte soit bien gérée. Il faut d'abord que le système d'alerte soit souple. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le canal par lequel l'alerte est faite, le législateur européen laisse une totale souplesse. Ça peut être fait par un seul canal ou par plusieurs canaux, et c'est vraiment tout ce à quoi on peut penser. Des courriers, des courriels par une boîte email dédiée, une plateforme en ligne éventuellement par le biais en externalisant ce service, une hotline, un répondeur téléphonique qui enregistre les messages. On peut aussi prévoir de rencontrer le lanceur d'alerte en personne sur demande s'il le souhaite, ou alors on pense même, ce qui est assez basique, à une boîte physique à suggestions dans laquelle on peut déposer son alerte. Donc, une très grande souplesse est laissée sur les modalités. Donc, ça vous laisse l'embarras du choix à vous, donc surtout la charge de choisir. Sachez qu'il est possible d'externaliser le système, comme je vous l'ai dit, mais aussi de mutualiser. Si on parle d'un groupe d'entreprise, on peut faire appel à un seul système d'alerte pour le groupe d'entreprise. C'est un petit peu comme pour les délégués à la protection des données. Ensuite, on a 3 composantes qui ont toutes trait au secret. La confidentialité, la présomption d'innocence et le respect du RGPD. Donc la confidentialité, c'est évidemment essentiel pour éviter qu'il y ait des représailles contre le lanceur d'alerte. Si on a à cœur de protéger l'identité du lanceur d'alerte dès le départ, eh bien, il souffrira de moins de représailles. Donc on ne peut révéler son identité que s'il marque explicitement son consentement. Ou alors, une fois que l'alerte est plus loin dans son cheminement, lorsqu'elle est entre les mains des autorités judiciaires. Là, l'auteur de l'alerte pourra être identifié pour les besoins de l'enquête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de conserver la confidentialité sur l'auteur de l'alerte? Ça implique de limiter les personnes qui sont impliquées dans ce système d'alerte interne. Ça n'est pas la même personne forcément qui doit réceptionner l'alerte et qui doit la traiter, donc mener l'enquête, on va le voir tout de suite. Mais donc il peut y avoir plusieurs personnes et ça doit être limité pour ne pas que l'information se diffuse inutilement. Et alors il faut aussi que techniquement les informations soient cloisonnées. Évidemment, ça ne va pas être au même endroit que tous les autres dossiers de l'entreprise dans un folder qui s'appelle alerte accessible à tout le monde. Il faut évidemment que l'information soit cloisonnée. La présomption d'innocence qui doit être respectée, donc de qui? De la personne qu'on accuse d'avoir commis un manquement. Donc, son identité aussi, elle doit être gardée
confidentiel. Donc, comment cela fonctionne? C'est toujours en limitant les personnes impliquées et en cloisonnant l'information, comme on vient de le voir. Mais c'est aussi en la faisant bénéficier des... donc, aussi longtemps que l'enquête est en cours, on doit tenir son identité secrète et on doit lui faire bénéficier des droits de la défense. Donc, le droit d'être entendu et le droit d'accéder à son dossier. Le droit d'être entendu, Wivine Saint-Rémy vous en dira un mot tout à l'heure, il est utile dans la procédure d'alerte de prévoir une audition de la personne concernée. Et concernant l'accès au dossier, le droit belge pourrait éventuellement limiter les droits ouverts par le RGPD sur les accès au dossier pour permettre à l'enquête d'avancer avant que la personne suspectée ne puisse y accéder. Et voilà donc le respect du RGPD. Ce nouveau système d'alerte interne va faire l'objet d'une attention importante de la part des DPO, non seulement parce que les alertes peuvent concerner leur domaine, mais aussi parce que fatalement, on ne fait que récolter des données et des données qui sont particulièrement touchy. Donc, on va veiller à minimiser les données récoltées. La directive prévoit que on ne récolte que ce qui est manifestement pertinent pour le traitement d'un signalement. Et si on récolte plus, on les efface sans retard injustifié. Donc, dès qu'on se rend compte que ça n'est pas utile. C'est toujours difficile dans le cadre d'une enquête de savoir ce qui sera utile, oui ou non. On devra probablement réaliser une analyse d'impact avant de mettre en place le législateur. Alors, j'imagine que c'est un mot qui effraie beaucoup de gens, mais on pourrait s'en passer si le législateur belge faisait une analyse d'impact générale de la loi à intervenir et en dispensait donc toutes les entreprises et les autorités publiques de devoir répliquer cette analyse d'impact en mettant en œuvre la loi. Donc, croisons les doigts et attendons pour ce point. Il faudra une politique de protection des données, évidemment, pour informer à la fois le lanceur d'alerte et la personne concernée de ce qui est fait de leurs données. Et alors, il faut consigner le suivi de l'alerte et c'est vraiment exigé par la directive. Tout ce qui est fait par écrit doit être consigné et la directive prévoit tout ce qui intervient oralement doit aussi faire l'objet de retranscription et donc c'est retranscription sur laquelle le lanceur d'alerte doit pouvoir faire ses observations. Comme le temps est compté, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais sachez que vous aurez dans les slides les sources d'inspiration en matière de respect du RGPD. Il y a des directives qui datent parfois d'avant l'entrée en vigueur du RGPD, mais qui restent pertinentes, ou d'après l'entrée en vigueur. Il y a aussi une norme ISO, toute récente, qui n'est pas spécifiquement rédigée par rapport à la directive européenne. C'est une norme internationale, mais qui pourrait vous être utile. Et enfin, le système d'alerte. Dernier rouage, mais non des moindres, il doit être efficace. Donc, comment s'assure-t-on qu'un système d'alerte est efficace? Eh bien, si les personnes qui sont en charge sont adéquates. C'est toujours la même chose quand on parle d'un contrôle interne. Il faut à la fois que la personne soit indépendante et donc puisse critiquer ce que son employeur, ce qui se passe au sein de l'employeur, et il faut aussi que la personne soit compétente. Alors, qui est-ce qu'on pourrait désigner? Par exemple, la directive cite un compliance officer, le directeur des ressources humaines, le responsable juridique, le délégué à la protection des données ou le responsable de l'audit interne. Alors, concrètement, j'ai pu en parler tout à l'heure, recevoir l'alerte, ça ne veut pas dire devoir soi-même la traiter. Donc toujours, on peut faire ce parallèle avec le DPO parce que je pense qu'il y a beaucoup de DPO qui sont parmi le public. Le DPO doit veiller à ce qu'on donne une suite aux demandes des personnes concernées, mais ne doit pas aller voir lui-même quelles sont les données traitées et rédiger la réponse lui-même. Il doit s'assurer qu'il y ait une suite. Ici, c'est un peu la même chose. Le responsable du système d'alerte interne doit veiller à ce que l'alerte soit bien traitée, à ce qu'il y ait un accusé de réception, à ce qu'il y ait un retour d'information dans les délais, mais n'est pas forcément la personne qui doit enquêter. Et donc, c'est plutôt la personne qui doit trouver vers qui diriger l'alerte en interne pour qu'elle soit traitée correctement. Donc, où pourrait se situer le blocage pour aller se diriger au-dessus. Et c'est inconcevable qu'une seule personne puisse elle-même enquêter sur tous les domaines qui sont visés par la directive. Donc, si le délégué à la protection des données est la personne responsable, évidemment, il va avoir du mal à
examiner le bien fondé d'une alerte qui porte sur les pratiques fiscales de l'entreprise, sur le respect en matière de règles de transport ou de conformité des produits, par exemple. Donc, personne n'est omniscient, donc ça sera difficile pour une seule personne d'enquêter sur les alertes. Par contre, elle peut désigner la personne adéquate pour enquêter et elle peut se faire conseiller ou éventuellement elle-même se diriger vers l'autorité compétente en externe si elle estime que c'est la seule chose à faire. Alors, revenons à notre petit exemple de chaîne de supermarché. Ici, notre exemple de violation, c'était une fuite de données à caractère personnel qui n'était pas signalée. Alors, si c'est le délégué à la protection des données qui est en charge de recevoir les alertes, si c'est parce qu'il n'avait jamais été informé de cette violation de données que le nécessaire n'avait pas été fait, ben, tout sera résolu, tout ira pour le mieux. Mais si, par contre, il en avait été informé et il avait, lui, estimé que la violation de données ne justifiait pas une notification à l'autorité de protection des données, eh bien, une alerte interne restera sans suite parce que c'est la même personne qui sera à la fois contrôleur et contrôlé. Et donc, un système d'alerte, à notre sens, doit toujours être au minimum bicéphale pour que, en cas de conflit d'intérêts, la personne concernée, le lanceur d'alerte, puisse s'adresser à la personne la plus appropriée. Il pourrait aussi y avoir une question de confiance et de ressenti, parce que c'est quand même une matière assez délicate. Si on veut s'épancher auprès de quelqu'un, c'est toujours plus facile d'avoir plus d'affinité avec une personne. Si c'était des problèmes personnels qui s'y opposaient, ça serait assez dommage. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait 2 personnes au minimum qui soient désignées comme pour recevant les alertes. Donc, voici un petit résumé de ce qui a été dit. Vous l'aurez également dans les slides. Maintenant, je passe la parole à Wivine Saint-Remy pour voir comment on met en œuvre ce système d'alerte. Merci Fanny Coton. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Avant de commencer ma présentation et donc de vous expliquer de quelle manière vous allez pouvoir intégrer cette politique de signalement interne au sein de votre entreprise et quelles sont les personnes que vous devrez intégrer dans la rédaction, dans le processus de rédaction de cette politique, je voudrais répondre à une question qui a été posée dans le chat. Fanny Coton vous a expliqué donc les obligations qui étaient posées par la directive en matière de traitement d'un signalement. Elle vous a précisé qu'un accusé de réception devait être notifié ainsi qu'un retour d'information et ce dans des délais relativement stricts puisqu'il y avait des conséquences. Et la question était la suivante. Que se passe-t-il si le lanceur d'alerte ne souhaite pas obtenir d'accusé de réception et ou de retour d'information? Donc je suppose que cette question vise en réalité l'hypothèse d'un lanceur d'alerte anonyme. Alors, pas d'accusé de réception et pas de retour d'information. Le seul obstacle à la notification d'un accusé de réception ou d'un retour d'information, ce serait un signalement anonyme qui aurait été fait de manière orale, puisqu'évidemment, si on vous envoie un email via une adresse mail qui a été créée uniquement pour lancer l'alerte, eh bien, vous pourrez envoyer sur cette adresse mail l'accusé de réception et le retour d'information. Mais la question reste ouverte, effectivement, si c'est un signalement anonyme oral, de quelle manière allez-vous pouvoir justifier l'envoi de l'accusé de réception et l'envoi du retour d'information? Dans cette hypothèse-là, on vous conseillera toujours de prévoir un écrit que vous garderez dans le dossier et si vous deviez être interpellé, à ce moment-là, vous pourrez produire les écrits qui sont rédigés mais qui n'ont vraisemblablement pas pu être notifiés. Voilà, j'en reviens à ma présentation. Donc, il m'appartient de vous expliquer de manière assez concrète qui la direction de notre supermarché doit-elle impliquer dans le processus d'élaboration de la politique de signalement et sous quelle forme cette politique va-t-elle être communiquée tant au sein de l'entreprise que vis-à-vis des tiers. Alors, il faut savoir que la directive est assez muette en ce qui concerne les mentions qui doivent impérativement apparaître dans le texte de la politique de signalement interne. Alors, l'objectif évidemment de ce texte sera d'expliquer comment
on peut dénoncer comment un signalement sera-t-il géré, comment est-ce que l'enquête va être menée, bien insister évidemment sur la confidentialité qui entoure tout le processus d'enquête et de signalement, d'expliquer également quelles sont les conséquences lorsqu'un manquement sera constaté, lorsque l'enquête va démontrer qu'il y a effectivement des manquements au sein de l'entreprise, quelles sont les conséquences que l'entreprise pourra tirer, est-ce qu'il pourra y avoir des sanctions tant vis-à-vis des travailleurs que vis-à-vis des tiers et des partenaires commerciaux. Ça, c'est évidemment l'esprit de la directive, les mentions qui devront impérativement apparaître. Alors, les directives vous précisent que doivent apparaître dans le texte ce dont Fanny Coton vient de vous parler, donc les canaux pour la réception des signalements, la désignation du gestionnaire de la réception et ou du suivi, parce que ce n'est pas forcément la même personne, ainsi que la procédure de traitement du signalement et les délais dont Fanny Coton vient de vous parler. Alors la directive précise également que dans le texte de la politique de signalement interne doivent apparaître des informations sur la procédure de signalement externe. La procédure de signalement externe, c'est celle qui est faite à une autorité compétente et qui est régie par la loi nationale. Alors pourquoi est-ce que la directive impose que de telles informations soient intégrées dans le texte de politique de signalement interne? Eh bien tout simplement parce que l'objectif de la directive est évidemment de promouvoir le signalement et de mettre toute personne qui aurait une information à dénoncer en confiance par rapport au système. Et donc, le législateur européen veut que l'information soit la plus complète pour que le lanceur d'alerte puisse vraiment prendre sa décision de lancer une alerte en parfaite connaissance de cause. Ça, ce sont les seuls éléments qui sont expressément visés par la directive en ce qui concerne le texte de la politique de signalement interne. Alors, si on fait une analogie avec ce qui est prévu pour le signalement externe, puisque là, la directive est beaucoup plus précise, puisqu'il appartient au législateur de mettre en place cette politique de signalement, et on peut comprendre que l'Europe donne des directives assez précises, puisque les États sont parfois un petit peu fainéants. Que prévoit la directive à ce niveau-là ? Eh bien que vous devrez impérativement intégrer, en tout cas que l'État devra impérativement intégrer les conditions pour bénéficier de la protection, je vous en dirai un mot tout à l'heure, devront également être intégrées les coordonnées nécessaires pour l'utilisation des canaux, ainsi que les coordonnées précises du gestionnaire du signalement et tant au niveau de la réception qu'au niveau du suivi, ainsi que le régime de confidentialité. C'est important d'insister là-dessus, mais il faut vraiment mettre les lanceurs d'alerte en confiance et également donner des précisions sur les protections dont pourront bénéficier les lanceurs d'alerte. Alors, les informations qui devront apparaître dans cette politique devront être claires, compréhensibles et transparentes. L'objectif, je vous l'ai dit, est de promouvoir et non de dissuader, raison pour laquelle la politique ne doit pas être équivoque et le lanceur d'alerte doit pouvoir trouver réponse à toutes les questions qu'il se pose dans le texte qui est mis à sa disposition. Les informations doivent également être visibles et accessibles. Alors, cela veut donc dire qu'il n'est pas question d'aller intégrer cette politique de signalement interne dans l'article 12 bis alinéa 4 de vos conditions générales en tout petit et en caractère parfaitement illisible. Il faut absolument que ce soit une information qui puisse être accessible de manière extrêmement aisée, tant par les travailleurs de l'entreprise que par les tiers. Voilà, je viens de vous le dire, il faut donc que cette information vise un public très large, les travailleurs et les tiers. Alors, comment mettre en place la procédure de signalement interne? La directive ne dit pas un mot à ce sujet-là. Il n'y a donc pas d'informations sur les modalités de mise en place, les modes de publicité ou les outils que l'entreprise pourrait être amenée à utiliser. En pratique, on peut déjà vous donner des premiers éléments. Le premier, c'est que la directive prévoit la consultation des partenaires sociaux. Alors, elle ne prévoit pas une concertation sociale, donc elle ne prévoit pas expressément que les partenaires sociaux doivent être consultés et que leur accord doit être recueilli, sauf si la loi belge le prévoit, mais on attend donc avec impatience ce que le législateur belge va nous préciser à ce moment-là. Mais au niveau de la directive, c'est simplement une consultation, donc vous devrez en discuter avec les partenaires sociaux, mais pas forcément obtenir leur accord sur le texte que vous avez décidé de mettre en place. Alors, il est évident que la consultation des partenaires sociaux est extrêmement importante vu la balance des intérêts. D'une part, vous avez le travailleur qui doit être en confiance pour pouvoir donner des informations sur des manquements ou des difficultés au sein d'une entreprise. Il doit évidemment être en confiance par rapport à ça et en faisant
cela, il va manquer à son devoir de loyauté, par exemple. Et d'un autre côté, l'intérêt de l'entreprise, qui est évidemment d'éviter que des manquements dans sa société ne soient pointés du doigt, ou en tout cas qu'une publicité soit faite par rapport à ça. Il est donc nécessaire qu'une concertation, en tout cas qu'une discussion avec les partenaires sociaux ait lieu. Alors, l'autre question qui va se poser, c'est de savoir comment est-ce que vous allez intégrer le texte que vous allez rédiger dans les documents sociaux qui sont opposables à vos travailleurs. Alors là, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables. La directive ne dit rien. Et donc, tout est possible. Le champ des possibles est extrêmement large. Vous pouvez envisager d'intégrer ce texte dans une policy, dans une convention collective d'entreprise, dans votre règlement de travail, dans un avenant ou contrat de travail, ou dans le code de bonne conduite ou la charte de bonne conduite de votre entreprise, ou tout autre texte que vous estimeriez adéquat. Alors, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients d'utiliser tel ou tel canal de communication. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'intégration via une convention d'entreprise ou un règlement de travail nécessite là une concertation sociale, puisque lorsque vous modifiez votre règlement de travail ou vous rédigez une convention d'entreprise, vous êtes obligé de recueillir l'accord des partenaires sociaux au sein de votre entreprise, du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou des travailleurs. Le règlement de travail aussi ne se modifie pas si facilement, puisqu'il y a des délais minimum de 15 jours pour pouvoir procéder à des modifications. En cas de désaccord avec les partenaires sociaux, il y a le processus de conciliation. Donc, c'est quelque chose qui prend un certain temps. L'avenant au contrat de travail va nécessiter que vous recueilliez la signature de chacun de vos travailleurs. Donc, c'était évidemment aussi un travail assez fastidieux et qui ne me semble pas nécessaire puisque la directive ne prévoit pas que l'on doit recueillir le consentement express du travailleur. C'est une information qui doit être donnée, mais vous ne devez pas recueillir le consentement écrit ou express de votre travailleur par rapport à la politique qui est mise en place. Raison pour laquelle on va préconiser l'utilisation soit d'une politique, soit de l'intégration dans un texte, la charte de bonne conduite que vous avez établie au sein de votre entreprise. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui sont facilement modifiables, sans pour autant devoir mobiliser les partenaires sociaux, et ce sont aussi, c'est important, des textes qui sont opposables à vos travailleurs certainement, mais également à tout tiers à l'entreprise, puisque vous pouvez les intégrer et en assurer la publicité, notamment sur votre site d'internet, ou les joindre à vos contrats de sous-traitance ou de collaboration. Alors, autre mesure de publicité qui nous semble adéquate, c'est évidemment de mettre un lien, soit sur l'intranet, soit et d'ailleurs sur l'extranet pour permettre cette publicité d'une part et cette accessibilité à vos travailleurs et à tout tiers de l'entreprise. Alors, qui est impliqué dans le processus d'élaboration de cette politique de signalement interne? Eh bien, nous considérons que vous avez intérêt à intégrer toutes les parties prenantes de manière à sensibiliser un maximum de personnes sur l'intérêt de ce processus, puisque, je l'ai dit et j'insiste sur ce point, l'objectif de la directive est vraiment de promouvoir le signalement, de mettre les gens en confiance. Alors, qui, selon nous, allez-vous devoir impliquer? Il y a d'une part les partenaires sociaux, les organes de concertation sociale, je vous en ai dit un mot il y a quelques instants, le DPO, puisque Fanny vous a bien expliqué les conséquences qu'il y avait au niveau du RGPD. Si vous avez déjà en tête la personne que vous estimerez adéquate pour être désignée en tant que gestionnaire de la réception et du suivi du signalement, il faut évidemment l'intégrer dans le processus de réflexion. La gestion des ressources humaines, puisqu'il pourrait y avoir des conséquences, notamment en ce qui concerne les régimes de sanctions. La communication, le compliance officer, le service informatique pour permettre une publicité et une intégration sur votre site internet. Il faudra également, et ça peut être utile, intégrer le service de protection interne ou la personne de confiance. Et là, je fais un parallèle avec le système qui est mis en place en matière d'exposition au risque psychosocial et au harcèlement. Vous savez évidemment qu'une situation problématique doit être dénoncée par le travailleur ou par la personne victime au service de protection interne ou à la personne de confiance, et donc discuter avec ces personnes-là pour voir comment se passe une dénonciation, de quelle manière elle est gérée pour assurer un maximum d'efficacité peut s'avérer assez intéressant. Et enfin, une personne qui nous semble extrêmement importante dans le processus, c'est évidemment votre juriste ou votre service juridique, voire votre cabinet d'avocat, pour vous assurer que le texte que vous avez rédigé correspond bien aux exigences posées par la directive. Alors,
je vais vous montrer 3 exemples que j'ai trouvés sur Internet, 3 exemples de manière dont certaines sociétés ont déjà intégré leur politique de signalement. Alors ici, le premier exemple que vous avez à l'écran, c'est l'introduction de la politique de signalement dans le code de bonne conduite de la société qui est accessible sur le site Internet. Et donc, c'est un code qui est relativement complet, qui fait plusieurs dizaines de pages, qui est très facilement accessible sur le site Internet et vous voyez qu'il y a une page dédiée sur la manière sur base de laquelle vous pouvez signaler un problème au sein de l'entreprise. C'est une manière d'assurer la publicité. Autre manière, c'est d'intégrer une icône dédiée sur votre site Internet, l'icône point de contact qui se trouve sur le site Internet de certaines sociétés. Vous cliquez dessus et cela ouvre une page Internet, cela ouvre un formulaire en ligne que vous pouvez compléter et de cette manière-là, vous pouvez remplir le formulaire de signalement. Autre exemple, sur le site de la Banque nationale, vous voyez que sur le site Internet en tant que tel, de manière très claire, il y a une page Internet dédiée au signalement de l'infraction et qui reprend toutes les mentions dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui explique qui peut lancer une alerte, quelle est la protection dont bénéficiera le lanceur d'alerte, quels sont les domaines qui peuvent être visés par les alertes, ainsi que les éventuelles conséquences lorsqu'un manquement est constaté, et enfin toutes les conséquences au niveau du RGPD. Alors, pour terminer cette question, j'en reviens à notre fil rouge, la direction de la chaîne de supermarché, qui va-t-elle intégrer dans le processus de réflexion et de rédaction de la politique? La direction va évidemment impliquer l'ensemble des services dans le groupe de travail. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important de mêler un maximum de profils au processus de réflexion pour s'assurer d'une efficacité maximale. La rédaction de la politique devra être faite dans un texte transparent et cohérent. Transparent, je vous l'ai dit, puisqu'un maximum d'informations doit être donné pour mettre en confiance, et cohérent parce qu'il est nécessaire que cette politique de signalement interne soit parfaitement conforme à vos autres politiques qui sont déjà en vigueur au sein de l'entreprise et notamment votre règlement de travail en ce qui concerne d'éventuelles sanctions disciplinaires. Donc il y a vraiment un travail global de cohérence à effectuer. Et enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important de soigner la communication pour s'assurer d'une publicité et d'une visibilité maximum. Alors, je vais aborder maintenant la 3e question. Quelle est la protection que la directive prévoit pour le lanceur d'alerte? Alors, avant d'aborder la question, on va vous lancer un petit sondage pour récolter des informations. Alors, ce sondage prévoit 4 réponses à la question suivante. Est-ce que votre système d'alerte interne a déjà été utilisé? Oui, par un travailleur. Oui, par quelqu'un d'externe à l'entreprise. Non. Ou nous ne disposons pas encore de système d'alerte. Je vous laisse le temps de répondre. Alors, la majorité des participants nous informent, et on le savait déjà, que vous ne disposez pas encore d'un système d'alerte, mais dans ceux qui en disposent, on voit que 12% signalent qu'il a déjà été activé par un travailleur, 0% par quelqu'un d'externe à l'entreprise, et d'autres 15% nous précisent qu'il n'y a pas eu encore d'activation du système. Alors, toujours notre fil rouge, quelle est la protection donc qui va être accordée aux lanceurs d'alerte? Se pose la question dans notre chaîne de supermarché de savoir si des mesures de sanctions vont pouvoir être prises contre le lanceur d'alerte dont vous a parlé Fanny Coton tout à l'heure, donc celui qui a dénoncé que toutes les données personnelles qui avaient été récoltées dans le cadre des cartes de fidélité avaient été divulguées. Et ce lanceur d'alerte, plutôt que de saisir, ou en tout cas d'utiliser la procédure de signalement interne, va directement contacter l'APD, ce qui vous agace un petit peu. Et la question est de savoir, est-ce que vous pourrez prendre une mesure de sanction à l'égard de ce travailleur? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il nous semble important d'aborder d'abord la question de savoir quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que la protection puisse jouer. Alors, la première condition, c'est une condition de bonne foi. Alors, la bonne foi, cela signifie que le
lanceur d'alerte, j'allais dire le travailleur, mais il n'y a pas que les travailleurs qui peuvent lancer des alertes, que le lanceur d'alerte a un motif raisonnable de croire que les informations qu'il signale sont véridiques au moment du signalement. Il faut donc qu'il agisse de bonne foi, qu'il ne soit pas malveillant ou qu'il n'agisse pas dans un but de nuire. Alors, dans l'hypothèse où l'enquête va révéler que les informations qui ont été divulguées s'avèrent erronées, cela ne va pas éteindre la protection sera maintenue par rapport au signalement qui a été effectué et par rapport à l'auteur d'alerte. Deuxième condition, c'est de vérifier si le signalement est effectué par l'une des voies prévues par la directive. Alors, Fanny Coton vous a expliqué tout à l'heure les 3 voies, donc la voie directe, la divulgation publique ou la voie externe, la voie interne, pardon. Si le lanceur d'alerte utilise un autre canal qu'un de ces 3 canaux-là, les conditions de la protection ne seront pas rencontrées. Troisième condition, il faut vérifier si les informations qui sont divulguées relèvent bien du champ d'application de la directive. Fanny vous a expliqué tout à l'heure quel était le champ d'application de la directive, quels étaient les domaines qui étaient visés. Si l'on sort d'un des domaines visés par la directive, eh bien, la protection ne trouvera pas à s'appliquer. Autre élément qui nous semble intéressant d'être souligné, c'est que la directive précise bien que les motivations du lanceur d'alerte sont sans incidence. Et donc, que celui-ci agisse de manière désintéressée ou non, cela n'a absolument pas d'impact sur le fait de savoir si la protection va jouer ou non au bénéfice du lanceur d'alerte. Alors, qui va être protégé par cette directive? Eh bien, évidemment, le lanceur d'alerte, l'auteur du signalement, mais également tous les tiers. Alors, les tiers, ce sont les personnes physiques ou morales qui sont en lien avec l'auteur et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel. Alors, on vous a rédigé un petit tableau pour que vous ayez une vision assez précise de toutes les personnes qui sont visées par la protection. Vous voyez dans la première colonne que sont protégées toutes les personnes internes à l'entreprise. Et donc, on va parler des travailleurs au sens très large du terme, donc les travailleurs sous contrat, mais également les travailleurs indépendants, les bénévoles et les stagiaires. Cela va également viser les actionnaires, les membres de la direction et enfin les anciens travailleurs. Donc, effectivement, la directive prévoit qu'un signalement qui est effectué par quelqu'un qui n'est plus en relation professionnelle avec l'entreprise est couvert par la directive. De la même manière, un futur travailleur sera également visé par la protection puisque toutes les informations dont il aura eu connaissance, soit dans le cadre de l'entretien préalable en embauche ou de négociations précontractuelles, eh bien, il pourra, s'il l'estime nécessaire, les dénoncer et il sera protégé par la directive. En ce qui concerne les personnes externes à l'entreprise, on prévoit également que seront protégées toutes les personnes qui travaillent pour des co-contractants, des sous-traitants ou des fournisseurs. Ça veut donc dire qu'une personne qui est externe à votre entreprise mais qui est en collaboration professionnelle avec votre entreprise va également pouvoir procéder à un signalement et bénéficier de la protection. Et enfin, par répercussion, la directive, de manière assez intelligente, va étendre la protection aux aidants. Donc les aidants, ce sont les personnes qui sont en lien dans un contexte professionnel avec l'employeur, le client ou le destinataire de l'auteur de signalement. Et donc c'est toute personne qui a donc un lien avec l'auteur du signalement et qui va aider celui-ci dans l'élaboration de son signalement, que ce soit dans la récolte des données, dans le traitement des données, peu importe. Mais toutes ces personnes-là seront protégées. Alors c'est très large. On parle de facilitateurs, de collègues de l'auteur du signalement, de proches de l'auteur du signalement, des sociétés qui appartiennent à cet auteur ou des sociétés pour lesquelles il travaille ou enfin des entités juridiques avec lesquels il est en lien. C'est donc une protection très large qui est prévue par la directive. Alors, quelles sont les mesures de protection qui sont visées par la directive? Elles sont au nombre de 3. Il y a l'interdiction de représailles, des mesures de soutien qui sont fixées par la directive et un processus d'immunité. Alors, je vais passer assez rapidement en fin de présentation sur les mesures de soutien et d'immunité. Et l'immunité, Maître Élodie Lecroire vous en parlera tout à l'heure. Mais je vais m'attarder quelques instants sur l'interdiction de représailles.
Alors, les représailles sont définies dans la directive de manière extrêmement large et à dessein, puisque la protection doit être la plus complète possible. Alors, la définition reprise dans la directive, c'est tout acte ou omission, direct ou indirect, qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur du signalement. Et donc, la mesure de représailles, c'est la mesure qui va tendre soit à mettre fin à la relation professionnelle, soit à nuire à l'auteur de signalement. Et c'est évidemment toutes ces mesures-là qui sont formellement interdites par la directive. Alors, notion large, je vous l'ai dit, puisqu'on va vous parler des représailles en tant que telles, mais également des menaces de représailles, des tentatives de représailles, des représailles directes et indirectes, représailles indirectes, qui sont évidemment visées par la directive, puisque je vous l'ai dit il y a un instant, la protection s'étend à toute personne qui aura pu aider le lanceur d'alerte. Et donc, il était important de prévoir que les mesures de représailles indirectes sont également expressément sanctionnées par la directive. Alors, il peut s'agir de mesures disciplinaires, de mesures qui visent à disqualifier l'auteur du signalement, de porter atteinte à sa réputation. Alors, il peut s'agir d'une décision de licenciement, d'une décision de rétrogradation, d'une décision d'interdiction de poursuivre certaines formations, décision relative à la modification des conditions de travail, du lieu de travail. Tout ça, évidemment, est formellement interdit si c'est décidé uniquement en représailles par rapport au licenciement. Les mesures de représailles à l'égard des tiers vis-à-vis de l'entreprise sont également interdites. Donc, il n'y a pas de possibilité, par exemple, de suspendre ou de rompre un contrat de sous-traitance ou de collaboration. Il n'y a pas non plus de possibilité de mettre son partenaire commercial sur une liste noire et de veiller à ce qu'il n'ait plus jamais la possibilité de signer le moindre contrat. Tout ça, évidemment, est formellement interdit. De la même manière que, je vous l'ai dit, l'atteinte à la réputation professionnelle. Tout ça est formellement interdit. La directive cite toute une série de mesures qui sont interdites, mais la liste n'est pas exhaustive. Alors, la charge de la preuve va reposer sur l'employeur ou sur la société à qui le signalement a été effectué. Cela va basculer tout simplement parce qu'il s'agit du pot de terre contre le pot de fer. Le travailleur aura toutes les difficultés du monde à démontrer qu'il n'y a pas de lien entre la représaille et le fait qu'il ait été l'auteur du signalement. Et donc, le législateur va prévoir que dès l'instant où le travailleur, ou l'auteur du signalement plutôt, fait valoir qu'il est effectivement auteur d'un signalement, et bien à ce moment-là, il appartiendra à la société de démontrer qu'il n'y a pas de lien avec la mesure de représailles, ou en tout cas avec la mesure qui a été prise à l'égard de l'auteur du signalement. Alors, la directive ne prévoit pas de manière claire et précise quelles sont les protections qui sont mises en place. La directive parle de deux choses. D'une part, de mesures correctives et de dédommagement. Alors, que veut dire le législateur européen quand il parle de mesures correctives? Eh bien, l'objectif poursuivi, évidemment, est de trouver des sanctions qui vont être efficaces et qui vont, évidemment, dissuader les sociétés contre qui un signalement a été effectué de prendre une mesure de représailles, puisqu'on sait de manière assez classique que certaines sociétés préfèrent de loin payer l'amende ou l'indemnité, mais malgré tout maintenir la mesure de représailles, et donc la sanction financière n'a pas toujours l'effet recherché. Raison pour laquelle la directive parle de mesures correctives et de mesures provisoires. Et donc, dans les considérants et dans les explications du texte, elle parle de mesures qui pourraient, par exemple, si l'on est face à un licenciement, porter sur une réintégration du travailleur. Et donc, c'est une mesure qui sera applicable très rapidement, même de manière provisoire, et ce, évidemment, pour éviter que la mesure de représailles ait un effet dissuasif. De la même manière, la directive envisage, par exemple, que l'exécution d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration soit maintenue et que l'on force la poursuite de l'exécution du contrat jusqu'à ce que la procédure judiciaire ait atteint
son terme, et ce, je vous l'ai dit, dans un but d'efficacité. Et il y a aussi une volonté du législateur européen de dédommager la personne qui est victime de représailles. Alors, on envisage un dédommagement financier, mais également une indemnisation de tout préjudice. Et tout préjudice est vu de manière assez large, puisqu'on parle de frais de justice, de frais médicaux, d'atteinte à la réputation, de préjudice d'ordre psychologique, de douleur, de souffrance. Tous ces préjudices-là devront pouvoir être indemnisés en cas de représailles. J'en viens maintenant et j'en terminerai par là. 2 petits mots sur l'immunité et le soutien. Alors, l'immunité, la directive prévoit que la responsabilité de l'auteur du signalement ne pourra pas être évoquée lorsqu'il peut jouir de la protection, tant au niveau de sa responsabilité civile, pénale, administrative ou disciplinaire. Et donc, un exemple concret en droit du travail, si votre travailleur a dû manquer à son devoir de loyauté en procédant au signalement, eh bien, vous ne pourrez pas le sanctionner sur cette base-là. Il jouit d'une immunité globale par rapport au signalement. Alors, s'il y a des procédures judiciaires qui sont initiées malgré tout contre l'auteur du signalement, celui-ci pourra faire valoir le fait qu'il est auteur d'un signalement et donc solliciter sur cette seule base-là l'arrêt de la procédure judiciaire. En ce qui concerne les mesures de soutien, là, la directive est assez imprécise également et elle renvoie la balle aux États nationaux puisqu'elle prévoit que les États doivent veiller à ce que les lanceurs d'alerte bénéficient d'informations et de conseils précis en ce qui concerne tant les procédures possibles que les mesures de protection. La directive prévoit également que les États doivent envisager une assistance à la protection et donc mettre à disposition toutes les informations, les services nécessaires pour accompagner le lanceur d'alerte dans tout processus et également prévoir une assistance juridique, donc c'est-à-dire un soutien financier, mais pas que, également des conseils juridiques en ce qui concerne d'éventuelles procédures judiciaires qui seraient initiées à son égard. Et la directive va même jusqu'à envisager la possibilité d'une prise en charge de tous les frais liés à une défense en justice. Alors, j'en terminerai par un petit cas pratique pour répondre à la question que je vous posais en début d'exposé. À votre estime, est-ce que vous allez pouvoir licencier votre lanceur d'alerte qui a directement saisi l'autorité de protection des données ? Alors la réponse en soi est assez simple, c'est oui, vous pouvez toujours licencier un travailleur. La difficulté évidemment va être de pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de lien entre le signalement dont ce travailleur est l'auteur et la décision de licenciement. Alors ici, dans le cas d'espèce, votre travailleur a dénoncé à l'APD. Est-ce qu'il bénéficie de la protection? Oui, parce qu'il est de bonne foi. Il s'agit d'un signalement externe, donc c'est une voie prévue par la directive et on est bien dans le champ d'application de la directive puisque le traitement des données fait partie du droit régi par l'Union européenne. Si votre travailleur est donc protégé, il y a une interdiction de mesure de représailles et donc une interdiction de procéder à son licenciement. Si vous le licenciez malgré tout, il va invoquer la protection de la directive, il va solliciter une des mesures de réparation et on pourrait envisager que ça soit une réintégration au sein de votre entreprise ou une sanction financière. Évidemment, cette réintégration devra être effective jusqu'au moment où le tribunal aura tranché de la question de savoir si le travailleur peut se prévaloir de la protection et si le licenciement est bien en lien avec le signalement dont il est l'auteur. C'est une protection en réalité assez similaire à celle qui est prévue par le législateur en matière de congé parental ou de congé de maternité, puisque vous savez que dans cette hypothèse-là, vous pouvez toujours procéder au licenciement du travailleur, mais qu'il vous appartient de démontrer que le licenciement est sans lien avec l'admissibilité au congé parental ou avec le congé de maternité. Alors, autre hypothèse, ce même lanceur d'alerte a signalé en interne un détournement de chèques cadeaux. Alors là, on va considérer que la protection ne trouve pas à s'appliquer puisque le détournement de chèques cadeaux ne fait pas partie d'un des droits régis par l'Union européenne et donc est hors du champ d'application matériel de la directive. Il n'est donc pas protégé par la directive et ne pourra pas se prévaloir de la directive pour solliciter, par exemple, une réintégration.
Par contre, il faudra être extrêmement prudent parce que dans l'hypothèse où le licenciement est uniquement basé sur le fait qu'il a fait un signalement, qu'il est l'auteur d'un signalement, le tribunal pourrait considérer qu'il s'agit d'un licenciement représailles ou d'un licenciement déraisonnable au sens de la Convention collective numéro 109 qui, pour rappel, régit la motivation du licenciement. Et le tribunal pourra assez logiquement considérer que c'est un licenciement sanction, alors que le travailleur n'a fait que dénoncer des manquements au sein de l'entreprise. Alors même si la directive européenne sur les lanceurs d'alerte ne s'applique pas, il n'empêche que vous pourrez être sanctionné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à l'indemnité fixée par la CCT 109 qui, pour rappel, va de 3 à 17 semaines de rémunération. Si par contre vous avez un autre motif qui justifie le licenciement et par exemple que ce travailleur n'atteint pas les objectifs qui lui ont été fixés, évidemment, il n'y aura pas de difficulté pour procéder à son licenciement. Encore 2 petits points. Par rapport au licenciement, pour être la plus complète possible, qu'en est-il du licenciement de l'auteur du manquement? Donc si le signalement a été fait, l'enquête a été diligentée et cette enquête démontre qu'effectivement il y a des manquements qui doivent être constatés dans le chef de vos travailleurs, alors pouvez-vous procéder au licenciement de l'auteur du manquement? La réponse est évidemment positive. Il faudra être particulièrement attentif si vous envisagez de procéder à un licenciement pour motif grave, puisque vous le savez, je ne vous apprends rien, que dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif grave, vous avez 3 jours à dater de la connaissance de la faute pour décider du licenciement. Il y a une différence à faire entre le moment où vous avez connaissance de la faute et le moment où vous avez récolté suffisamment d'éléments de preuve. Le délai commence à courir à partir du moment où vous avez connaissance de la faute. Donc, se posera la question de savoir, est-ce que le délai commence à courir à partir du moment où la personne qui est en charge de la gestion du signalement vous aura informé de la dénonciation, vous aura informé du résultat de l'enquête. C'est évidemment tous les éléments qui devront être appréciés pour s'assurer que le délai de 3 jours aura bien été respecté pour un licenciement pour motif grave. S'il s'agit d'un licenciement classique, là, il n'y aura pas de difficulté par rapport au délai. Et c'est là qu'intervient évidemment l'importance de l'audition du travailleur, puisque cette audition pourra vous permettre d'acquérir la certitude qu'il a bien commis une faute suffisamment grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail et donc vous pourrez commencer à faire courir le délai de 3 jours à dater de l'audition du travailleur, ce qui rendra la situation un petit peu plus confortable en ce qui concerne le respect du délai. Dernier point, si l'enquête démontre qu'un autre travailleur que celui qui est visé dans le signalement est en réalité l'auteur d'un manquement, eh bien, une nouvelle fois, il n'y aura à notre estime aucune difficulté par rapport à un licenciement. Les informations qui ont été recueillies dans le cadre de l'enquête pourront être utilisées par l'employeur pour mettre de l'ordre au sein de son entreprise. Voilà, j'en ai terminé. Merci Wivine. J'aborde donc maintenant la 4e et dernière question de cette présentation qui consiste à savoir quels sont les recours qui sont possibles pour la personne qui a été visée par une alerte ou par une dénonciation en cas d'alerte diffamatoire. Alors, si l'on reprend notre exemple fil rouge, imaginons maintenant que l'alerte ne concerne plus un problème de protection des données, mais plutôt de sécurité alimentaire, à savoir qu'un travailleur intérimaire qui est occupé dans un abattoir dénonce les conditions d'abattage pratiquées dans cet abattoir et il indique dans son alerte que 3 chaînes de supermarchés se fournissent auprès de cet abattoir, dont notre chaîne de supermarchés visée dans l'exemple initial. Alors il s'avère qu'en réalité, 2 chaînes de supermarchés sont effectivement concernées, mais qu'en ce qui concerne notre chaîne de supermarchés, cette information et cette alerte s'avèrent en réalité être fausses. Que peut faire la chaîne de supermarchés dans ce cas-là pour se défendre ? Alors, si la directive prévoit bien évidemment un régime de protection pour les lanceurs d'alerte, elle instaure également des garde-fous contre toute dénonciation qui serait fautive ou malveillante, abusive. En effet, elle impose aux États membres de prévoir à la fois des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui seront applicables aux auteurs de signalement, mais également un droit pour la victime
de la dénonciation fautive à une indemnisation. Dans quel cas? Eh bien, lorsqu'il est établi que le lanceur d'alerte a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Donc ici, le terme sciemment a toute son importance. Pourquoi? Eh bien parce que, rappelez-vous, comme vous l'a exposé Wivine, la directive met en place, pour bénéficier du régime de protection, une exigence de bonne foi. Donc même si l'information se révèle inexacte ou infondée, le lanceur d'alerte ne perdra pas le bénéfice de la protection s'il peut démontrer qu'il avait des motifs raisonnables de croire que l'information qu'il a divulguée était véridique. De la même manière, s'il est persuadé être dans le champ d'application de la directive alors qu'en réalité l'information concerne un champ qui n'est pas visé par la directive, s'il avait des motifs raisonnables de penser qu'il était bien dans le champ de la directive, eh bien dans ce cas-là, il conservera le bénéfice de la protection. Ça signifie, comme on l'a exposé juste avant, qu'il y a effectivement un régime d'immunité de responsabilité et que la personne qui est visée par l'alerte ne pourra pas poursuivre le lanceur d'alerte, tant au point de vue civil, pénal, administratif ou par rapport aux sanctions qui pourraient être imposées dans le cadre de l'emploi, lorsque le lanceur d'alerte enfreint une obligation légale ou contractuelle de confidentialité de non-divulgation. Donc par exemple, s'il divulgue des informations qui étaient visées dans son contrat de travail par une clause de confidentialité et qu'il bénéficiera également d'immunité dans le cadre de toutes les procédures judiciaires qu'il serait lancées à son encontre, donc par exemple une action en diffamation, une action en violation des droits d'auteur, violation des secrets d'affaires, pour autant donc qu'il soit de bonne foi. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si l'entreprise, ou en tout cas la personne qui est visée par l'alerte, pourra tout de même poursuivre le lanceur d'alerte pour les illégalités qui ont été commises en amont, à savoir les illégalités commises pour obtenir les informations qui feront l'objet du signalement. Par exemple, est-ce que l'on peut quand même poursuivre un travailleur ou un lanceur d'alerte qui aurait été consulter les courriers électroniques d'un collègue ou bien des dossiers auxquels normalement il n'a pas accès dans le cadre de son travail ou s'il a photographié des locaux auxquels normalement il ne devrait pas accéder? Eh bien là, nous dit la directive, a priori l'immunité jouera également pour ce qui concerne l'accès et l'obtention des informations, donc immunité civile, administrative ou liée à l'emploi, sauf si par contre la manière dont il a acquis ou obtenu ces informations constitue une infraction pénale autonome. Alors malheureusement, la directive ne nous en dit pas plus sur ce qu'elle considère être une infraction pénale autonome. Donc, en pratique, il y aura sans doute un équilibre à trouver dans le cadre de cette évaluation. Mais donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, on évaluera si la violation était nécessaire et proportionnée pour obtenir des informations qui devaient effectivement être divulguées. Ce n'est donc pas la porte ouverte pour un travailleur ou un lanceur d'alerte, ou en tout cas un candidat lanceur d'alerte, à fouiller tous les documents de l'entreprise ou à subtiliser tous les documents d'une entreprise en espérant trouver une information qui potentiellement pourrait entrer dans le champ d'application de la directive. Là, bien entendu, alors le travailleur ou le lanceur d'alerte pourra être poursuivi pour l'infraction de vol, par exemple. Alors, qu'en est-il du cas particulier du secret d'affaires? Alors, on observe qu'il y a réellement une complémentarité entre la directive secret d'affaires et la directive lanceur d'alerte. Donc, comme vous le savez, la réglementation applicable en matière de secret d'affaires sanctionne normalement l'obtention, la divulgation et l'utilisation de secrets d'affaires. Mais la directive secret d'affaires prévoit tout particulièrement une dérogation aux mesures mises en place par les États membres et donc en Belgique à l'action civile qui pourrait être intentée pour violation du secret d'affaires lorsque la divulgation a lieu pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public ou général. Ça signifie donc que si le lanceur d'alerte divulgue des informations qui contiennent des secrets d'affaires mais qui entrent dans le champ d'application de la directive lanceur d'alerte, eh bien l'action civile qui aurait pu être intentée à son encontre pour divulgation du secret d'affaires sera tenue en échec. Alors, si le lanceur d'alerte ne bénéficie pas de la protection
parce qu'il n'est pas de bonne foi, quelles sont les sanctions qui pourront être appliquées par la personne qui est victime de cette alerte diffamatoire. Eh bien, même si les États membres doivent mettre en place des sanctions et peuvent mettre en place des sanctions spécifiques, on constate que dans notre droit national, il y a déjà des infractions qui permettent de sanctionner ce type d'alerte volontairement fautive. Nous avons donc les infractions de calomnie, diffamation, de dénonciation calomnieuse, l'injure et la divulgation méchante. Alors j'ai repris sur les slides qui suivent les différentes conditions pour pouvoir invoquer ces infractions. Je ne vais pas entrer dans les détails puisque cela relève du droit pénal, mais donc à titre d'exemple, la calomnie, diffamation pourra être invoquée si par exemple un lanceur d'alerte dénonce qu'une entreprise participe à des faits de fraude fiscale alors qu'il s'agit d'une fausse information. Donc il nous faut l'imputation d'un fait précis, le fait de participer à des faits de fraude fiscale. Il faut viser une personne physique ou morale identifiée ou identifiable. Il faut que ça porte atteinte à l'honneur de cette personne et que la preuve de ce fait ne soit pas rapportée. Et il faut, et c'est l'élément bien évidemment important, il faut une intention méchante, donc une intention de nuire ou d'enfoncer la personne qui est visée par la calomnie ou par la diffamation. La dénonciation calomnieuse, elle diffère un peu de la calomnie en ce qu'elle exige la remise d'un écrit aux autorités, une dénonciation spontanée. Donc on pense par exemple à une dénonciation auprès des services de police. Il faut que ce soit susceptible de causer un préjudice et il faut surtout que la fausseté des faits ait préalablement été établie par l'autorité compétente. Donc, dans le cadre d'une déclaration auprès de la police, on imagine qu'il y aurait eu une enquête et qu'ensuite un tribunal aurait accordé le non-lieu pour les faits qui ont été dénoncés. Et donc, effectivement, ici aussi, on retrouve la condition d'intention méchante, à savoir l'intention de nuire. Alors, il y a également l'injure. Donc, l'injure, ici, porte sur un jugement de valeur. Ce n'est plus un fait précis que l'on attribue à une personne, mais c'est quelque chose de plus... des expressions ou des actes plus vagues qu'un fait précis. On exige également la publicité et toujours l'intention méchante. Enfin, la divulgation méchante, alors ici, elle trouvera plus rarement à s'appliquer parce qu'on est dans l'hypothèse où les faits qui sont dénoncés ont effectivement été démontrés, ils sont donc véridiques, mais il y a une véritable intention de nuire et en outre, il y a une absence de motif d'intérêt public ou privé aux faits qui ont été dénoncés. Donc cela ne participe pas à la protection de l'intérêt général et donc constitue une infraction pénale qui pourrait également être intentée. Alors, outre les sanctions pénales, on a bien évidemment également la possibilité de solliciter l'indemnisation pour le dommage qui a été causé par l'alerte diffamatoire. Alors, la directive prévoit ce droit à indemnisation et donc on imagine bien qu'en droit belge, on pourra se reposer sur l'article 1382 du Code civil et donc sur la responsabilité civile pour solliciter la réparation du préjudice qui est causé. Alors imaginons maintenant que l'alerte ne puisse pas permettre de poursuivre pénalement, mais qu'elle ait quand même causé un préjudice et en tout cas porter atteinte à la réputation de l'entreprise. Que pourrait faire concrètement l'entreprise pour également essayer de restaurer sa réputation? Eh bien, on peut imaginer, si des articles de presse sont parus sur le sujet, que l'entreprise pourrait solliciter auprès des éditeurs de presse la suppression ou en tout cas la modification des articles de presse. Donc, il y a un article dans le code de déontologie journalistique qui impose aux rédactions de rectifier les faits erronés dès qu'elles ont connaissance de la fausseté des faits qu'elles ont divulgués, publiés dans les articles de presse. Donc ça, c'est une solution qui pourrait être invoquée. Une autre solution pourrait également d'exercer un droit de réponse. Donc en matière de presse écrite, vous avez 3 mois à compter de la publication de l'article pour solliciter un espace pour répondre et rétablir la véracité des faits qui ont été dénoncés. Et enfin, vous pourriez également, si des données à caractère personnel ont été divulguées, solliciter l'effacement ou en tout cas vous opposer au traitement de données à caractère personnel si vous prouvez que le traitement a été fait de manière illicite ou qu'il y avait une absence de motif légitime pour ce traitement de données à caractère personnel.
Alors, je reviens brièvement sur le problème du signalement anonyme. Donc, évidemment, comment peut agir l'entreprise à l'encontre du lanceur d'alerte si celui-ci a voulu être anonyme? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir, mais Fanny en avait déjà parlé, que la directive prévoit une dérogation au devoir de confidentialité quand on est dans le cadre d'une enquête et notamment de procédures judiciaires, si ça permet de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées, donc là en l'occurrence de l'entreprise qui voudrait se défendre contre les faits qui sont dénoncés ou agir en retour contre cette personne pour alerte diffamatoire. Si le signalement est volontairement diffamatoire, on pourrait aussi considérer que de toute façon, il n'entre pas dans le champ de la protection de la directive et que donc, dans ce cas-là, le devoir de confidentialité n'est pas applicable et que l'identité du lanceur d'alerte pourrait être divulguée. Alors donc dans le cadre de notre fil rouge, que pourrait faire la chaîne de supermarchés, eh bien il faudra se poser la question de savoir si le travailleur intérimaire avait des motifs raisonnables de croire que l'information qu'il a divulguée était véridique, si cette chaîne de supermarchés était bien concernée par le problème d'abattage et se fournissait bien dans l'abattoir qui était concerné par l'alerte. Et s'il s'avère que le travailleur n'était pas de bonne foi et a donc fait cette divulgation de manière diffamatoire, et bien dans ce cas-là, le supermarché pourra tout à fait agir contre le travailleur et donc des sanctions pénales pourront être infligées. Merci Elodie. En guise de conclusion, puisque je vois que le temps file, petite question, c'est particulier de faire ça en termes de conclusion. Par où commencer? On va vous faire un petit récapitulatif des points qui doivent absolument être soumis à votre attention. Alors, que devez-vous faire? Comment procéder? Constituer une équipe pluridisciplinaire. Je vous ai expliqué l'intérêt de fonctionner de cette manière-là tout à l'heure. Vous devrez déterminer les canaux de signalement, choisir également le gestionnaire et choisir si vous fonctionnez en interne ou en externe. Vous devrez rédiger cette fameuse procédure des signalements, veiller à une communication la plus large possible sur votre site internet via l'intranet, l'extranet, une publicité faite aux travailleurs de votre entreprise et également envisager une procédure d'évaluation régulière du signalement en interne et ce afin de vérifier l'efficacité du système. Alors, si vous décidez de désigner des gestionnaires en interne, soyez bien attentifs qu'il y a une obligation de formation. Donc, ce sont des personnes qui devront veiller à être formées, notamment à la manière dont ils doivent accueillir les informations et la manière dont ils doivent traiter l'information reçue. Si vous choisissez par contre d'externaliser le système, soyez bien attentifs à la rédaction de vos contrats et de veiller à ce que tous les contrats que vous signez avec ce collaborateur ou ce partenaire commercial externe soit bien conforme et notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Alors, une petite checklist en droit social. Il nous semble assez important d'établir un rétro-planning puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en fonction du canal de communication que vous allez utiliser, que ce soit le règlement de travail, un avenant au contrat de travail, une convention collective d'entreprise, il y a évidemment des délais qui vous sont imposés par la loi et que vous devrez respecter. On vous invite également à prévoir de manière très large des consultations avec les organes sociaux, de vérifier aussi et de prévoir un temps pour ça la vérification de la conformité de votre nouvelle politique de signalement avec les documents sociaux qui sont déjà en vigueur au sein de votre entreprise pour veiller à une parfaite cohérence et qu'il n'y ait pas de contradiction entre différents textes, de veiller à l'information globale de vos travailleurs pour véhiculer un message positif qui encadre cette politique de signalement et enfin de veiller à l'intégration de cette procédure dans les documents sociaux et donc les documents que je vous avais soumis et qui sont portés à la connaissance de vos travailleurs. Petit point d'attention également, veillez à bien rédiger les textes dans la langue adéquate puisque chaque texte doit être rédigé dans la langue qui varie en fonction du siège d'exploitation de votre entreprise. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Enfin, dernière petite checklist en matière de traitement des données. Il
Vous devrez réaliser une analyse d'impact, mettre à jour la politique de protection des données, mettre également à jour le registre de traitement et préparer un registre de signalement. Alors nous sommes évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans toute votre démarche, que ce soit au niveau de la vérification de la conformité, mais également au niveau de la rédaction des textes. Si vous êtes dans une impasse, alors j'en profite pour vous remercier pour votre attention, attirer également votre attention sur le fait que d'autres formations sont régulièrement proposées par le cabinet et l'ARCIE, que la prochaine portera sur le thème des franchiseurs. Mettez enfin de l'ordre dans vos affaires. Je pense, Fanny, que la parole va être prise par Monsieur Urbain. Oui, bonjour, merci. Merci pour cette très intéressante présentation. Je vais en quelques mots, sur les 5 minutes, je suppose, qui restent, je vais vous présenter un peu notre plateforme GoComply Whistleblowing. Donc, en quelques mots, GoComply Whistleblowing est une plateforme numérique qui permet de gérer la documentation et le suivi nécessaire après l'enregistrement d'une violation ou d'un comportement non éthique, tant au sein d'une entité publique que d'une entité privée. Pour ça, GoComply fournit à son utilisateur le canal de signalement public obligatoire, un tableau de bord structuré et également une possibilité de signalement assez aisée. Je pourrais dire pour ça qu'il y a vraiment 6 points importants qui permettent vraiment de montrer que ce service est vraiment avantageux. Donc le premier point, c'est le développement d'un canal de signalement public. On peut créer un ou plusieurs canaux de signalement. L'interface, la plateforme est disponible tant en français qu'en néerlandais qu'en anglais et elle est développée ici intégralement en Belgique par l'ARCIE et Intersensia. J'ai oublié de préciser que la plateforme peut être utilisée tant par la société qui souhaite également, développer son service et qui souhaite en tout cas pouvoir répondre aux obligations de la directive en interne via par exemple un compliance officer, mais également peut être utilisée par un prestataire externe, exemple un cabinet d'avocats pourrait très bien via GoComply gérer des canaux de signalement pour plusieurs autres entités. Le deuxième point important, c'est la structure et le guide. Vous bénéficiez en fait, grâce à GoComply Whistleblowing, d'un aperçu clair qui vous aide à gérer chaque signalement. Vous avez comme ça un aperçu clair de toutes les actions. Vous avez une ligne du temps pour retracer les étapes du processus et vous avez un encadrement avec toutes les informations nécessaires. Le troisième point important, c'est la centralisation des documents. Toute la documentation et les données sont centralisées en un point. Même lorsqu'on travaille avec une multitude de départements et plusieurs personnes concernées, tout ça se retrouve à un seul endroit et vous aide ainsi à gérer tous ces documents. Quatrième point, GoComply Whistleblowing vous aide aussi à effectuer les rapports pour les audits, c'est-à-dire que on peut exporter très facilement les datas qui sont gérées sur les conditions qui ont été expliquées aujourd'hui. On peut générer automatiquement ces rapports. Tout est prévu dans GoComply pour pouvoir le faire. Le cinquième point, très important, on en a également parlé, c'est la sécurité optimale des données. Il est possible d'enregistrer un événement ou une plainte dans un environnement protégé qui ne sera accessible alors qu'aux responsables de gestion. Il est possible aussi d'effectuer un signalement, bien évidemment, de manière anonyme. L'entreprise est assurée absolument que les données sont complètes et correctes via un reporting simple et un suivi guidé. L'outil peut très bien être utilisé aussi en interne pour des personnes qui souhaitaient signaler une violation, mais également l'outil peut être mis à disposition, comme on le disait tout à l'heure, d'un tiers. Donc un tiers pourrait très bien utiliser un des canaux mis à disposition pour signaler de manière anonyme un dysfonctionnement au sein de l'entreprise. Et le dernier point important, c'est la déclaration structurée. Le lanceur d'alerte, quel qu'il soit, sera guidé dans son signalement. L'information essentielle lui sera demandée, il pourra compléter et il sera informé automatiquement du suivi apporté à sa demande.
Voilà, en quelques points, les éléments importants et je vais dire, les avantages de notre solution GoComply Whistleblowing. Si cette solution vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec l'ARCIE et à envoyer toute question ou à solliciter toute demande de présentation ou de démonstration pour cette plateforme. Nous nous tenons à votre disposition, n'hésitez pas. Merci pour votre attention et merci encore à Lexing de nous avoir laissé présenter cette plateforme. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous tous qui nous avez écoutés.